سكن بين الغرف جنين. Bonjour et bienvenue en Méditerranée. Aujourd'hui, on va vous entraîner sur les pas de Marcel Barbero, bizarrement sur les hauteurs des Alpes-Maritimes. Vous comprendrez pourquoi. Nous allons évoquer également la pollution de l'eau douce. Enfin, l'eau douce, est-ce qu'on peut encore l'appeler ainsi après avoir entendu l'interview de Bernard Tailly? On va également traiter de géopolitique et tout de suite nous retrouvons l'amiral de Coustillières pour parler de l'implication des Européens dans l'émergence de Daesh. On serait tenté de se demander si ce ne sont pas tous les pays européens qui, dans leur méconnaissance du monde arabe, sont responsables tout de même. Il est évident que l'absence de connaissance profonde des dirigeants de l'Union européenne concernant le monde arabe, et surtout les divergences qui existent au sein de l'Union européenne entre pays européens, n'ont pas aidé à aborder les questions du monde arabe de façon intelligente. On l'a bien vu au lendemain de 2011, où les premières révoltes arabes ont surgi. L'Europe a été l'Europe des décideurs, pays indépendamment, et Commission européenne ont été incapables de prendre des décisions concertées, cohérentes, pour réagir face à ces nouveautés, à l'émergence de mouvements qu'ils ne connaissaient, qu'ils ne comprenaient pas. Il est à relever quand même qu'au sein de la Commission européenne, des spécialistes ont parfaitement bien analysé très tôt les problèmes et ont proposé des solutions, mais que les pays, dans leur grande divergence d'opinion, les pays membres de l'Union européenne, dans leur grande divergence d'opinion, n'ont pas été capables de mettre en œuvre les solutions qui leur étaient proposées par ces analystes et d'y attribuer les moyens nécessaires. Donc à ce titre, l'Europe porte une partie de la responsabilité dans la difficulté à aborder les questions et apporter des solutions. Mais enfin, on ne peut pas mettre ça sur le même plan que les États-Unis. Le fondamental, c'est quand même cette aventure américaine en Irak qui s'était fondée sur de fausses analyses, des analyses trompeuses, des points de vue complètement tronqués, avec des arrière-plans politiques qui visaient plus la politique intérieure des États-Unis qu'une véritable politique de relations internationales équilibrée. Et finalement, le lancement d'une guerre, la France s'est honorée en s'y opposant, le lancement d'une guerre qui n'était pas approuvée par la communauté internationale, qui n'était pas sous un mandat de l'ONU, dans une aventure qui, bien sûr, militairement a été un succès pour les Américains, si on compte simplement la capacité à réduire les armées adverses, mais qui n'a prévoyé absolument pas, et ça c'est dramatique parce que c'est vraiment un des enseignements premiers de ces derniers conflits, prévoyait absolument pas les moyens de la reconstruction. On ne peut plus imaginer aujourd'hui une opération militaire sans prévoir immédiatement derrière une reconstruction des belligérants avec lesquels on est confronté. Sinon, eh bien, on crée une nouvelle zone de crise, une nouvelle zone de perturbation et de déstabilisation. Donc, oui, l'Europe porte bien évidemment une certaine responsabilité dans son incapacité à se concerter de façon cohérente et à y mettre les moyens de façon satisfaisante, mais pas à la mesure de ce qu'ont fait les Américains. Amiral, merci, à la semaine prochaine. Maintenant, nous allons retrouver Bernard Tailly, qui est à la tête d'un laboratoire d'analyse qui existe depuis 20 ans et qui a fait des études sur les eaux de rivière. Assez paniquant tout de même. Alors, d'abord, il va nous présenter son laboratoire avant de nous dire ce qu'il a découvert. Bernard Tailly, vous êtes à la tête d'un laboratoire d'analyse, Analytica, qui existe depuis près de 20 ans, non? Oui, 1991 exactement. Alors comment vous créez ce laboratoire? Eh bien, je parviens à convaincre des partenaires à l'origine, et puis qui me lâchent ensuite, et je parviens ensuite à convaincre mon père de vendre notre maison familiale pour financer l'achat de la machine spectromètre de masse qui constitue la base du savoir que je peux obtenir sur la composition des produits, des milieux
qui sont soumis à mes analyses. C'est un outil central parce que c'est le seul outil de la chimie analytique moderne qui ne nécessite pas une connaissance préalable de ce qu'on veut analyser ou doser. C'est-à-dire qu'on découvre des molécules auxquelles on ne s'attendait absolument pas et on est capable de dire quelles sont ces molécules. Et avec ce spectromètre, vous pouvez analyser du solide, du liquide, du gazeux. Alors oui, justement, c'est un petit peu là que réside l'expertise que ce laboratoire s'est construit au fil du temps. J'ai mis au point des techniques qui me permettent donc de soumettre à cet appareil des échantillons et d'avoir une idée de leur composition, ou en tout cas des principaux composants de solide, de liquide ou de gaz, quel que soit donc l'état physique. Il réserve les bonnes comme les mauvaises surprises, et il faut savoir que compte tenu de la diversité des produits chimiques qui nous entourent, on trouve parfois des molécules auxquelles on ne s'attendait absolument pas dans des milieux qui sont aussi essentiels pour nous que l'eau ou l'air. Alors l'eau par exemple. C'est un sujet de préoccupation inépuisable parce que la connaissance qui nous est relayée par les autorités, alors je parle des autorités françaises, puisque je suis français, que je réside en France, la connaissance de la pollution des eaux qui coulent en France, qui nous est relayée et qui est relayée au grand public, n'a rien à voir avec ce que moi je trouve dans les eaux que mes clients m'apportent. Eh bien, tous les Français savent que la moitié au moins des cours d'eau sont pollués par les molécules actives des formulations pesticides qui sont utilisées dans l'agriculture, et on oublie de leur dire, ce qui pourtant est une évidence, que les 99% qui constituaient la formulation pesticide utilisée par l'agriculteur sont aussi dans les eaux. Et ces 99% ne sont pas aussi toxiques que la molécule active, mais ils sont 100 fois plus concentrés. Ils sont là et personne n'en parle. Donc ça veut dire que les rivières sont 100 fois plus polluées qu'on ne nous le dit. Absolument. Ce sont des bouillons de culture. Il faut comprendre que la toxicité dont on parle, ça n'est pas une toxicité aiguë. C'est pas ce qu'on appelle une toxicité aiguë. Mais compte tenu des cocktails de produits chimiques qui sont présents, de l'ignorance totale dans laquelle la science se trouve actuellement de la toxicité de ces combinaisons de molécules, il faut savoir que ces molécules sont présentes et qu'on les absorbe. Après, faire le lien entre le fait qu'on devient obèse, le fait qu'on finisse avec un Alzheimer, le fait qu'on ait un cancer, faire le lien avec ces pollutions, c'est plus difficile. Mais l'exclure, ça me paraît pas possible. Donc je ne suis pas alarmiste, non, je suis réaliste, je vois ce qu'il y a dans l'eau et je vous dis, quand vous buvez de l'eau, il y a 100 fois plus de polluants que les pesticides, les ppm de pesticides qu'on vous raconte qu'il y a. Marcel Barbero nous entraîne maintenant sur les pentes des monts des Alpes-Maritimes pour nous parler de Méditerranée, mais vous allez voir pourquoi. Marcel Barbero, bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui avec un bouquin, La flore des Alpes-Maritimes et de la Principauté de Monaco. Pourquoi ce choix ? J'ai fait ce choix parce que j'ai énormément travaillé dans les Alpes-Maritimes et en particulier dans la haute montagne. Et ce sont mes élèves qui ont élaboré cette flore des Alpes-Maritimes, en particulier sous l'angle des espèces rares et protégées. Pourquoi les Alpes-Maritimes ? Parce que c'est un peu l'origine de ma famille du côté piémontais et en même temps c'est la connaissance que j'ai accumulée sur cette région, puisque depuis la création du parc du Mercantour en 1979, je vais régulièrement chaque année explorer la haute montagne des Alpes-Maritimes, qui est pour moi un objet de passion. Alors je vieillis, mais j'arrive quand même encore à monter sur le Bégo, à 2850 mètres, qui surplombe la vallée des Merveilles.
Et ce bégo, je le connais bien depuis les années 63, où j'ai commencé à faire les premiers relevés de végétation en Crète. Et que voit-on aujourd'hui? À l'époque, le sommet du bégo était constitué exclusivement d'espèces alpines, d'espèces de haute montagne. Et aujourd'hui, que se passe-t-il lorsque le gel emporte le tapis végétal, à cause évidemment des phénomènes d'alternance gel-dégel qui se produisent au printemps comme dans toutes les hautes montagnes? Eh bien, que se passe-t-il? On voit s'installer des espèces des niveaux altitudinaux inférieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'en 40 ans, les conditions thermiques de ces sommets des Alpes-Maritimes se sont profondément modifiées et que ce remplacement des espèces alpines par des espèces subalpines sont une démonstration des changements climatiques que d'aucuns encore, comme Claude Allègre, continuent à nier. Donc j'ai parlé d'indicateurs dans une précédente émission, mais la flore, comme vous le voyez, mais aussi les espèces animales, certains papillons de basse altitude qui colonisent maintenant les sommets, la flore et la faune sont des indicateurs privilégiés de ces changements. Alors évidemment, il faut aussi savoir raison garder, c'est-à-dire pourquoi j'ai pris le niveau alpin au-dessus de 2600 mètres, parce qu'il n'y a jamais eu d'arbres à ces altitudes-là. Mais au-dessous de ces altitudes, on a aujourd'hui de la montagne constituée entièrement de pelouses, mais j'ai certains de mes élèves qui ont étudié les charbons de bois contenus dans les sols à plus basse altitude, autour de 2004, 2000. Et là, on a pu démontrer qu'il y avait de la forêt durant le néolithique. Et vous connaissez évidemment la relation avec les gravures de la vallée des merveilles qui démontrent que l'homme est installé depuis ces périodes néolithiques et a colonisé la montagne en pratiquant des usages, des activités pastorales. Donc, lorsqu'on parle de changement climatique, il faut toujours faire la part des activités humaines par rapport à ce qui peut être induit par le climat. Et en général, c'est des installations d'espèces étrangères aux écosystèmes initiaux qui sont les meilleurs indicateurs de ces changements. Alors l'homme est prodigieux d'intelligence, l'homme est prodigieux d'inventivité, mais il va, et c'est l'objet d'ailleurs de la conférence de Paris sur les changements climatiques, il va essayer de trouver les moyens pour tirer la planète de la mauvaise passe où elle se trouve. Et je crois que la raison chez l'homme, l'humanisme, la nécessité ce que l'on appelle le développement durable, qui est en fait du développement soutenable par les techniques et l'utilisation raisonnée des ressources, sont autant d'éléments qui permettront à l'humanité intelligente de se tirer d'affaire au-delà de l'homme, parce que je suis pour le collectif et pas pour l'individuel. Marcel Barbero, merci pour cette leçon d'optimisme. Rendez-vous la semaine prochaine. Et pour terminer, un petit clin d'œil musical avec un groupe que vous allez essayer de reconnaître. Oui, il s'agit de trio qui chantent la mer, donc ça peut être que la Méditerranée. Voilà, sur quelques notes de musique, on vous dit au revoir, bye bye, et à la semaine prochaine.